c'était aussi la société, tu vois. Même eux, ils n'avaient pas de modèle avec des cheveux crépus. Si tu vas par exemple dans un salon de coiffure, on va dire « Ah, mais pourquoi tu défrises pas les cheveux de ta fille? Elle a beaucoup de cheveux, c'est trop crépus, c'est dur à tresser. Ah oui, ok, défriser, ça va l'aider. Ok, oui, on défrise. » Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de podcast avec notre invitée du mois, Chloé. Bienvenue Chloé, merci de nous avoir rejoints. Merci beaucoup pour l'invitation. Alors aujourd'hui, on va parler de Chloé, son travail et toutes les casquettes qu'elle porte. Qu'est-ce que ça fait, sa charge de travail. Merci Chloé en tout cas d'être venue, je suis vraiment contente. Merci, je suis contente aussi d'être là. On va commencer par la première question. Peux-tu te présenter et comment toi tu te définis? Alors, moi c'est Chloé, jeune femme de 29 ans, d'origine congolaise. Je suis née en Belgique. Premièrement, créatrice de contenu, artiste, fille, amie, cousine. T'as tout dit. Je pense que j'ai fait le tour, ouais. D'accord. Est-ce que tu peux nous raconter qu'est-ce qui t'a mené à devenir créatrice de contenu et donc artiste? Alors, ce qui m'a poussée à devenir créatrice de contenu, j'avais 17 ans et j'étais dans une période de ma vie où j'avais besoin de trouver quelque chose qui allait me passionner et me stimuler parce que pour moi, l'école, c'était super nul. J'aimais pas ce que je faisais à l'école. On avait déménagé à Liège et je connaissais personne à Liège, donc j'avais plus mes amis, je voyais plus mes amis aussi souvent. J'étais obligée en fait à me trouver un hobby, quelque chose qui allait me passionner. J'avais mon appareil photo et j'ai commencé à l'utiliser vraiment à temps plein, à faire des photos, des vidéos. Puis j'ai vu que c'était l'ère aussi des youtubeuses, surtout en Amérique. Je me suis dit je vais essayer de faire une vidéo. Je l'ai juste montée, mais je l'avais pas postée. Là on est en 2012. Ok, et comment toi tu définirais ton univers artistique en quelques mots? Alors mon univers c'est un univers très girly. J'ai toujours vu ma mère c'est une femme très coquette, vraiment super coquette, au point où quand j'étais petite j'arrivais pas à croire que c'était ma mère tellement je la trouvais éblouissante. Elle est toujours, mais à l'époque c'était vraiment incroyable, cheveux, make-up, etc. Et je pense que j'ai juste suivi ce truc-là d'une façon très naturelle finalement parce qu'elle me laissait ses maquillages et quand j'avais l'âge à 17 ans, je commençais déjà un peu à maquiller. C'est très girly, c'est très pour les femmes noires. Et j'ai grandi avec aussi des modèles comme Whitney Houston, enfin tous ces personnages-là, magazines très beauté, fashion, les Tyra Banks, Naomi Campbell. Donc c'est vraiment ce truc-là qui m'a poussée vers la création du contenu parce que j'ai commencé avec le make-up et après cheveux, etc. Et il y a un message que tu aimerais faire passer à travers ton contenu pour ton audience? Quelle audience tu vises toi? Ouais. Donc les femmes noires, je suppose. Oui, en fait c'est drôle parce qu'aujourd'hui on va souvent, quand je croise des abonnés ou certaines filles que je peux croiser dans la rue, elles vont me dire « Ah mais tu sais, c'est grâce à toi en fait que j'ai appris à m'aimer ou que j'ai appris à me maquiller et tout » et moi je suis toujours étonnée parce qu'en fait, je réalise pas à quel point, à l'époque, c'était nécessaire d'avoir quelqu'un qui pouvait nous représenter finalement. T'es une des rares représentations dark skin en fait dans le milieu de l'influence, on va dire. J'en connais peu et celles que je connais, elles vont être françaises ou américaines. Donc dans le milieu de la francophonie, t'es une des rares et je pense que tu aides beaucoup de femmes juste par ta présence en fait. Quand j'ai commencé à faire des vidéos, c'était parce que je m'ennuyais et parce que j'avais rien à faire. Et de savoir que au-delà de ça, ça a aidé d'autres femmes, c'est incroyable. C'est important en fait pour les femmes d'aujourd'hui parce que toute notre enfance, on a eu comme modèle des femmes blanches. Par exemple, même pour le produit bouclé, pour les cheveux, on voyait que des grosses boucles. Donc quand on voit une femme aux cheveux afro, soit elle faisait des frisants ou elle retexturait ses cheveux pour avoir des grosses boucles. Et au final, il n'y avait pas de modèle de femme noire en fait. Pas du tout. Et même en Amérique, il fallait vraiment aller chercher ça à mon époque, très rare. Ouais, ça a été à la mode durant les années 90 pendant c'est Black Panther. Oui. Puis après, c'est reparti ça a sur disparu Nice dans les années 2000. Il y a vraiment, c'était l'apogée des light skin, Beyoncé, tout ça. Je pense qu'on arrive à, en tout cas pour moi, même avec quelque chose d'aussi simple que les cheveux, qui est finalement pas si simple, mais je retrouve une part de mon identité qui a été perdue pendant toutes ces années où je défrisais mes cheveux, depuis l'âge de 4-5 ans que ma mère devait me défriser les cheveux. Oui, parce que pour eux c'était normal en fait. Oui, c'est pas de leur faute parce que c'est le conditionnement qu'ils ont eu et que la société a donné. Pour eux c'est normal de défriser les cheveux de l'enfant. Ils se rendent pas compte des choses qu'il y a derrière, mais on peut pas leur en vouloir car ils le savaient pas. Ils le savaient pas. Même eux, ils avaient pas de modèle avec des cheveux crépus. Donc si tu vas par exemple dans un salon de coiffure, on va dire « Ah mais pourquoi tu défrises pas les cheveux de ta fille? Elle a beaucoup de cheveux, c'est trop crépus, c'est dur à tresser. Ah oui, ok, défriser, ça va l'aider. Ok, oui,
oui, on défrise. Ouais. Et puis on n'était pas conscient aussi du risque et des produits chimiques à l'intérieur. Il n'y avait aucune prévention sur le danger en fait du défrisage et des perruques en plastique. Et encore là, à l'heure actuelle, par exemple, on stresse avec du plastique et au final c'est cancérigène et on continue à le faire. Moi, c'est l'une des raisons que j'ai arrêté de défriser mes cheveux. Parce qu'en fait, je me disais, un jour, si j'ai une fille, j'aimerais bien, parce que moi, qu'elle assume ses exactement. cheveux, ouais. Je veux pas qu'elle défrise ses cheveux. Je veux qu'elle soit elle-même d'une manière authentique et de la manière dont Dieu l'a créée comme ça, tu vois. Ce que je trouve aussi dommage, c'est que finalement, la beauté des femmes, c'est la diversité. C'est pas, on ressemble toutes... Moi, je trouve que c'est beau quand tu vois une femme qui a les cheveux afro, l'autre elle a les cheveux bouclés, l'autre elle a les cheveux lisses. C'est ça qui rend les choses... Mais c'est ce qu'au final tu fais passer comme message à travers ton contenu, parce que tu t'assumes avec tes vrais cheveux, tu montres ta beauté naturelle, t'hésites pas à te montrer sans maquillage. Et c'est ça que les femmes, elles ont besoin aujourd'hui, c'est d'avoir des représentations féminines qui s'assument comme elles sont et qui vous disent faites comme moi en fait, assumez-vous comme vous êtes très bien comme vous êtes et aimez votre propre beauté quoi. Ouais. Alors maintenant on va passer au podcast. Qu'est-ce qui t'a donné envie de créer ce tel format? Est-ce que c'est toujours en cours? Alors la chambre secrète, c'est un concept que j'ai créé, on va dire l'ascension des podcasts et tout. Je me suis dit, bon, ce serait pas mal d'avoir mon format à moi. Ce qui revient aussi souvent, c'est que Chloé, on connaît pas ta personnalité. J'aime garder un peu mon mystère à moi et je me suis dit, bon, sous forme d'un podcast, ça devrait bien le faire, mais j'ai vraiment envie de le rendre authentique, tu vois. Et surtout un contenu léger. Léger, c'est-à-dire? J'irai pas forcément vide, mais un truc très girly où on parle des mecs, on raconte des histoires, mais en fait. C'est agréable, mais vraiment un truc agréable. Oui, par exemple, moi j'ai regardé ton podcast et au final, je l'ai bu comme de l'eau, quoi. Enfin, t'as pas besoin de comprendre ou quoi, t'es là. Et tu donnes ton avis aussi, t'es là, oui, tu préfères ça ou ça? Je dis, moi je préfère ça dans tous les cas. Et du coup, en fait, en ayant des questions comme ça, l'auditeur vient aussi avec toi et lui, il donne son propre avis. C'est un peu comme les jeux sur la télé, l'auditeur il va jouer aussi. Donc c'est vraiment agréable et on va dire un peu interactif à regarder quand tu fais tu préfères et tout ça parce qu'on fait la même chose chez nous quoi. Exactement, c'est vraiment juste comme si on était à la maison, chill. Et tu penses reprendre quand du coup? D'office, je pense même avant l'été déjà. Ah ok, donc c'est vraiment bientôt. C'est bien, franchement c'est cool. Là je vais parler de la musique. Tu as pour l'instant fait 2 musiques, il y a Toleka et Shine, voilà c'est ça. Donc comment toi la musique elle est rentrée dans ta vie? J'ai toujours chanté, j'ai grandi à l'église, j'ai intégré la chorale quand j'avais 4 ans. En fait, ma relation avec la musique et le chant est très conflictuelle. Pas avec le chant forcément, mais avec la musique. C'est-à-dire que j'ai toujours été passionnée de musique. J'ai regardé tous mes artistes préférés à la télé, j'ai regardé leurs interviews. J'ai commencé à avoir peur. Quand on me disait « Oh, il faut trop que tu chantes, etc. » Je me suis même inscrite à The Voice. J'étais dans le top 3, mais j'ai pris peur en fait. Donc à chaque fois, je me retirais. T'as fait The Voice ou t'étais dans le casting? J'étais dans le top 3 des castings, oui. Et tu t'es retirée toute seule? En fait, je me suis retirée. C'est le syndrome de l'imposteur en fait. Tu te sens pas légitime de ça quoi. Et en fait, des fois, je me pose la question. Non, je sais exactement d'où ça vient. C'est parce que, ayant grandi à l'église, on te fait comprendre que la musique mondaine est pas bien et démoniaque, diabolique, etc. Que tu vas faire des pactes avec le diable. Exactement. Et à un moment, j'en ai eu marre en fait, parce que finalement, je continuais à chanter, mais j'arrivais pas, j'étais frustrée en fait. Quand tu reçois un don de Dieu et que t'es sur terre, en fait, t'es obligé de l'utiliser. Sinon, en fait, tu vas tomber dans une espèce de tristesse, même dépression. Tu n'es pas sur ta ligne de vie, en fait. Exactement. Tu n'es pas dans ton chemin de vie, t'es pas là où tu dois être, t'es pas là où Dieu veut que tu sois, en fait. Exactement. Donc, il se passe plein de trucs pour que, en fait, Dieu va te donner plein d'épreuves, plein de problèmes pour que tu retournes sur ton chemin en fait. Et à chaque fois que tu vas dévier, tu vas avoir plein de problèmes jusqu'à ce que tu y retournes sur ton chemin. C'est tellement vrai ce que tu dis parce que je te promets. Et une fois que tu es sur ton chemin, tout se passe bien. Y a pas... tellement vrai. Si tu as des épreuves et que tu es sur ton chemin, c'est juste des épreuves pour t'apprendre à être encore meilleur en fait. Oui. Et au fur et à mesure, je recevais plein de confirmations. Je me suis dit, c'est quoi? Je vais essayer. À chaque fois que je poste des trucs par rapport à la musique, ça faisait ou bien beaucoup parler, ou bien il y avait de l'engouement. Mais il y avait quelque chose qui se passait. Il y avait réellement quelque chose qui se passait. Est-ce que tu écris tes propres textes? Je coécris. Ça veut dire que j'ai toujours de l'aide parce que j'avais du mal à écrire mes textes en français. Mais en anglais, j'arrivais à m'exprimer parce que c'est beaucoup moins. Enfin, je trouve que l'anglais. Et tu chantes en anglais? T'as des chansons que t'as fait en anglais déjà? Oui, Shine, c'est un son en anglais. Tous les cas, c'est un son en français. Mais j'ai
toujours voulu faire de la musique francophone. Ok, et elle vient d'où cette inspiration quand t'écris tes textes? Pour par exemple Toleka et Shine, c'est quoi l'inspiration qui t'est venue derrière ces musiques? Ouais, alors pour Shine, c'est très naturel en fait, c'était dans les débuts quand j'ai voulu commencer à faire ma propre musique. J'étais à Londres avec un ami à l'époque, c'était un beatmaker, il me lance la prod et en fait j'écris ce que je ressens, tu vois. Souvent c'est mélancolique, enfin j'aime beaucoup la mélancolie. Toleka c'était plus fun, c'était un délire, du coup c'était avec City, shout out to you. C'était avec lui et il avait cette prod et j'ai trouvé ça cool, c'était léger, c'était fun. Quel message tu souhaiterais faire passer à travers ton univers artistique? Car tu m'as dit que tu avais 2 univers différents pour ta création de contenu et ta musique. Ce serait quoi ton message et la description de ton univers artistique musical? Je crois que à travers ma musique et la musique que je vais sortir prochainement, je pense sincèrement que Dieu m'a donné un don pour pouvoir peut-être guérir certaines personnes à travers la musique. Je pense que c'est ça. Pourquoi tu fais cette tête-là? Non, parce que tu te sens pas légitime de dire ça, c'est ça? Oui, exactement. Parce que en fait, quand je chante, ou même quand je chantais à l'église, ou que ce soit des petits covers que je faisais, mais en fait, je recevais tout le temps le même truc. Ah oui, ça m'a vraiment fait du bien, ça m'a apaisé et tout. Je suis en mode... Alors pourquoi tu te sens pas légitime de le dire? Parce que c'est chaud de dire... C'est dur, mais en fait, il faut savoir que même tes pensées, c'est Dieu qui les crée en fait, et tu dois te sentir légitime, même si tu dis t'es la fille qui chante le mieux, bah si c'est ça dans ton cœur, bah t'assumes, tu t'en fiches en fait. Que les autres ils disent mais qu'est-ce qu'ils racontent? Non, c'est pas leur souci en fait. Ouais, c'est vrai. Tu te sens légitime, pour toi tu guéris les gens avec ta voix, bah tu guéris les gens avec ta voix, il faut que tu y crois. C'est toi d'abord qui y croit et puis après tu le manifestes autour de toi, donc crois-y de tout ton cœur en fait que tu guéris les gens grâce à ta voix. Et c'est une belle chose et il y a beaucoup de personnes qui le font, donc pourquoi pas toi en fait? Oui, après, je pense que mon souci avec la musique et ma musique surtout à moi, c'est que j'ai eu trop d'insécurité. C'est pour ça que des fois je vais dire des choses et j'ai l'air insecure. C'est parce que, je fais encore un travail dessus parce que avant de vraiment pouvoir pleinement assumer ma musique, il faut que je puisse faire le travail et d'accepter aussi surtout que, ok, voici ce que je suis en train de faire, voici ce que j'ai envie de faire. C'est pas personne me force, mais j'ai envie de le faire, mais il faut aussi que je puisse l'assumer pleinement sans avoir le syndrome de l'imposteur, etc. Donc c'est pour ça qu'aussi que j'ai pas encore sorti ma musique, parce que en fait je voyais que j'étais trop insecure. J'étais trop incertaine, j'étais trop... Et tu penses pas que c'est en postant ta vidéo et en ayant les retours que tu le seras moins? Parce que si à chaque fois t'attends de pas être insécure, au final, tu vas jamais le faire en fait. Oui, aussi. Tu vois, là j'arrive à un point, parce que tout à l'heure on en a parlé, c'est que quand tu étouffes tes dons et ce qui doit sortir en fait finalement, ça te pousse à plein de choses. Je suis passée par la phase peur, tristesse, dépression. Parce que je suis en train d'étouffer, en train de trop réfléchir. Là, je suis arrivée à un point où je me dis, en fait... Il y a des experts qui expliquent que le stress et l'anxiété viennent de la procrastination, viennent du fait que tu n'agis pas. Et en fait, tu vas être stressée, c'est pas parce que tu as trop de choses à faire, c'est parce que tu les fais pas, ces choses, en fait. Comme tu as dit, quand tu procrastines, en fait, tu fais rien. Donc, bien évidemment que tu vas te stresser. En plus, tu réfléchis à ce que tu n'as pas encore fait, en fait. Tu réfléchis même plus loin, or que t'as même pas encore fait l'étape nécessaire pour... Voilà, petit à petit, petit pas par petit pas, et à la fin tu te retourneras et tu verras tous les pas que t'as fait, et là tu seras contente de toi, quoi. Ouais, des fois... Et là tu n'auras plus ce syndrome de l'imposteur et tu te sentiras à ta place parce que tu verras tout le chemin qu'il y a eu derrière toi, en fait. Totalement. Mais pendant que t'es sur le chemin, là t'es insécure et t'es obligée et tu le seras toujours, et tout le monde, même les plus grandes stars l'ont été, quoi. Avec qui tu rêverais de collaborer un jour? Si t'avais une personne de ton choix, un chanteur de ton choix, avec qui tu rêverais de faire un feat? Ouh, c'est une très bonne question. Il y en a plusieurs, mais là je suis en train de réfléchir à... Je pense à Gims. C'est mon artiste francophone préféré. Moi aussi, j'aime trop Gims. Les gens, ils critiquent. Moi, les gens, des fois, je dis à des gens, moi, j'aime trop Gims, mais il est trop commercial et tout. Je suis en mode, mais moi, j'aime trop, en fait. Gims, c'est l'artiste le plus complet de notre génération. Merci. Et ce serait le seul artiste ou artiste féminin, par exemple? Je pense peut-être à Angèle. J'aime bien ce qu'elle voix, fait. Je pense que nos voix pourraient bien matcher aussi. Quel a été donc ton plus grand défi? Comme on a dit, déjà de sortir de ma tête un peu, d'arrêter d'écouter l'opinion des gens. Et là, je parle pas des gens sur internet parce que ça, je fais pas. Par rapport à ma musique, je lis rien. En fait, ça dépend parce que j'ai posté des formats Instagram dont j'ai lu les commentaires, mais par exemple YouTube et tout pas. Parce qu'en fait, je me disais, Chloé, là, t'es déjà dans un truc où t'es insecure. Si tu vas lire ce que les gens ils ont à dire et ce qu'ils ont à critiquer,
tu vas te coincer en fait. Mais peut-être qu'il y aura aussi des gens qui te soutiennent dans ces commentaires. Oui, aussi. Mais... Il faut que quelqu'un il aille les voir avant toi, il screen les bons et il t'envoie en fait. En fait, oui, et mes proches le font hein, de temps en temps. Ils vont m'envoyer des trucs en mode ah oui, tiens, regarde ça, n'oublie jamais que. Et je me dis ok, mais dans tous les cas, ça change rien parce qu'il faut que moi, je puisse faire ce travail-là et garder mes yeux rivés sur le goal en fait. J'ai rencontré des gens qui vont me dire ah mais toi t'es une femme noire, ça va être compliqué pour toi, ou comme t'es une femme noire il faut que tu fasses un certain type de musique pour que ça fonctionne. En fait non. Enfin maintenant je me dis... tu fais du chata en fait et puis c'est tout. Basically, t'es une femme noire, tu veux attirer quel genre d'audience et tout, mais en fait je m'en fous de tout ça, j'ai juste envie de faire ce que je kiffe. La musique que t'aimes en fait. Exactement, et si les gens kiffent, ils kiffent, s'ils kiffent pas, il n'y a pas de souci, mais je vais pas me mettre dans une position spécifique pour plaire à... Non en fait. Et c'est quoi ta plus grande fierté? La plus grande fierté musicale, c'est que j'ai osé faire des sons et de faire des clips, parce que ça aussi c'est un challenge en soi, et de les sortir. Surtout Shine à l'époque, même Toleka, tu vois, genre c'était une période où j'étais obligée en fait de casser les portes. Et je pense que ces deux sons, ça a ouvert en fait la porte pour moi de comprendre que ok, voici ce que j'ai envie de faire pour de vrai. Donc je suis fière de ça. Ouais. En tant que femme influenceuse dans le monde de la musique, influenceuse je dis ça car je pense que les producteurs et les gens dans le monde de la musique vont te qualifier comme ça. Est-ce que tu as déjà ressenti que ces personnes-là qui travaillent dans le monde de la musique ne prenaient pas ton travail au sérieux? Et si oui, comment tu as pu y faire face? Oui et non. Je pense que j'ai eu pas mal de rencontres où des gens qui ont pu m'aborder dans la musique, qui se sont dit il y a du potentiel, il y a quelque chose à faire. Après, il y a aussi, oui, eu l'aspect où ah ouais, mais t'es une influenceuse, donc peut-être que tu sais pas vraiment ce que tu fais. Et puis j'arrive à dire que ok, ça je veux, ça j'aime pas, ou je chante et puis on me dit ah mais finalement tu sais chanter en fait. Je dis bah, en fait je chantais avant que je fasse l'influence. Moi je trouve que t'es très inspirante car t'as réussi à prendre la parole sur quelque chose de très délicat. T'as vécu une agression sexuelle quand t'étais plus jeune et t'as osé, t'as réussi à en parler sur les réseaux. Qu'est-ce qui t'a poussé à partager cette histoire sur YouTube? Je pense que j'avais beaucoup de douleur en moi, beaucoup de colère qui venait justement de cette agression, et vu que j'ai tout étouffé, j'ai oublié littéralement, j'ai fait un déni. Quand je me suis rappelée de cet événement, en fait c'est comme si tous ces sentiments sont revenus à la surface et c'était horrible, mais en même temps ça m'a justement poussée à en parler. Ça m'a tellement choquée que en fait notre corps peut vraiment, ou notre cerveau hein, finalement, peut vraiment bloquer certains événements, faire comme si ça n'a jamais eu lieu. Cette vidéo, je l'ai faite justement pas pour moi. Enfin, pour moi, c'était pour pouvoir me libérer encore plus, mais pour aussi toutes les autres personnes, toutes les autres femmes qui ont vécu la même chose. Et tu penses que libérer sa parole sur ce genre de sujet, c'est quelque chose qui t'a fait du bien, qui t'a fait avancer? Oui, totalement. Quand tu gardes certains de ces traumatismes en toi, en fait, c'est très néfaste. J'ai une femme qui m'avait expliqué le témoignage de sa sœur, je me rappelle plus trop des détails, mais qui disait qu'elle avait développé un tumeur à cause justement du fait qu'elle en avait pas parlé. Elle en avait parlé à son médecin et son médecin lui a dit il faut que tu en parles à tes proches, il faut que tu te libères parce que tu es en train de tout stocker en toi et c'est en train de créer une maladie finalement. Donc ça montre à quel point ça peut vraiment aller loin finalement quand tu gardes toutes ces choses en toi. D'accord, bah merci pour cette réponse. Et qu'est-ce que tu aimerais dire à la toi du passé actuellement? Si tu pouvais la regarder dans les yeux et lui parler, à la toi qui n'est pas encore guérie, à la toi qui n'avait pas confiance en elle, qu'est-ce que tu lui dirais? Alors je lui dirais que ne t'inquiète pas, tout ira bien. Ça va peut-être pas être très facile de faire le travail, d'essayer de trouver sa valeur, de ne plus être insecure, d'avoir confiance en soi, mais tout ira bien. C'était quelqu'un de plutôt stressé, plus jeune? Je dirais pas forcément stressé, mais très angoissé. Qu'est-ce que je vais faire plus tard? Ma mère va approuver? Est-ce que je serai quelqu'un qui va être accepté? D'arrêter de chercher de la validation aux yeux du monde. Mais en fait, accepte-toi et les gens qui t'acceptent seront avec toi et ceux qui ne le sont pas ne le seront pas. Mais en tout cas, moi je tiens à te remercier pour la vidéo que tu as mise parce que tu te rends pas compte le nombre de femmes en fait qui se font agresser sexuellement par des membres de leur famille ou quand ils sont jeunes, et il y en a bien plus que ce qu'on peut croire en fait. Tu permets d'ouvrir la voie, d'ouvrir la parole pour ces femmes-là qui se sont fait agresser et qui n'osent pas en parler, qui ont honte. C'est vraiment super bien que tu aies pu en parler, que tu aies
fait face en fait à ça, car il y en a plein qui n'auront jamais et qui n'ont pas forcément le courage d'en parler à quelqu'un autour d'elles, quoi. Ouais. En fait, j'aimerais bien que toutes les femmes qui ont vécu la même chose puissent arriver à un point où elles se libèrent. Tu vois, par exemple, là, comme je te disais tout à l'heure, genre, je peux t'en parler là maintenant sans ressentir quelque chose. Parce que justement, j'en ai parlé un peu par-ci, un peu par-là, un peu par... Et c'est comme ça qu'on brise, en fait, ce truc-là, ne pas garder. Et peu importe comment c'est reçu, parce que ça aussi, c'est un truc qui est beaucoup revenu. Il y a beaucoup de femmes qui me disaient, j'en ai parlé, ça a été mal reçu et tout. On s'en fout. Parce que ces gens-là, ça montre juste qu'ils... They don't care. Toi, de la même façon, you don't care. Tu vas dire et tu vas te libérer et tu vas vivre ta vie. Là, on doit vraiment changer de camp. Alors, on va passer à un nouveau chapitre, la charge de travail en tant qu'artiste. Alors, tu cumules plusieurs casquettes. Comme je disais, artiste, créatrice de contenu, tu fais aussi des podcasts. Comment tu gères tout ça au quotidien? J'ai toujours été très entreprenante, donc quand j'ai envie de faire un truc, je le fais, etc. Maintenant, c'est vrai que quand tu es créatrice de contenu ou indépendante en général, ben à toi de gérer en fait ton emploi du temps. Et je t'avoue sincèrement que j'ai pas toujours été the best. Ça veut dire qu'il y a des jours où peut-être je vais cumuler tellement de travail que je vais pas dormir pendant peut-être 3 jours, bien dormir. Et puis après, pendant une semaine, je dors jusqu'à 11h et tout, tu vois. Donc ça dépend comment je me mets à fond. Mais une journée un peu typique dans ma vie, c'est je me lève. Je travaille souvent la nuit, le soir. Ça dépend, hein, encore une fois, parce que j'ai des fois, quand je suis en tournage ou quand j'ai des trucs à faire et tout, ben, je me réveille super tôt. Je suis obligée parce que voilà, il y a des gens et des responsabilités. Mais si ça tenait qu'à moi, genre vraiment, je me lève à 10, 11 heures. Je fais vraiment un slow morning. Je fais ma nourriture et je commence à travailler à 15 heures, quoi. Ouais. Et t'as des routines ou des rituels pour t'organiser mieux ou pour être mieux? Ma routine, c'est comme je t'ai dit, je me réveille, je fais un bon repas, je vais marcher parce que ça, c'est par exemple une routine que j'essaie de garder quotidiennement. Ça me fait énormément du bien de me balader pour déjà décompresser parce que avec mon travail et tout, ça peut être très stressant. Je suis tout le temps dans la réflexion et vraiment c'est un moment où je pense à rien du tout. Je me balade et quand je rentre, je commence à travailler. Quand je suis à Paris par exemple, ben là ça va dans tous les sens. Il n'y a plus de routine. Ouais. C'est vraiment genre... Ouais, moi c'est l'inverse, quand je suis chez moi, bah je fais n'importe quoi, mais quand je vais voyager, et bah pour travailler, je vais avoir une routine, je vais me lever tous les matins à 7h. Ah ouais? Ouais. Ah purée, non, moi j'arrive pas. Ah ouais? En fait, ça va trop vite. Je suis tellement pas dans mon... Et c'est pour ça que j'aime aussi la Belgique. Parce qu'en fait, ici, tout revient à la normale, en fait. Parce que c'est un pays très calme. Quand je suis ici, je peux vraiment respirer, vraiment vivre ma vie calmement. C'est ta zone de confort, en fait, Exactement. Bruxelles. Moi, j'aime trop. Ok. Quelles sont les tâches que les gens ne voient pas, mais qui te prennent le plus de temps? Je dirais sans doute les montages. Hein. Les montages, ça prend énormément de temps. Oh mon Dieu. Ouh là là, non, les montages, c'est... En fait, les gens, ils vont voir le résultat, ils vont dire « Oh, trop bien le montage, comment tu fais ?» J'ai souffert, en fait. Tu sais qu'au début, je montais les vidéos toute seule, la première, et puis j'allais balancer mon ordi et j'ai délégué ça à une monteuse parce que vraiment, moi, santé mentale, les montages et moi, ça, je peux pas. Je peux pas les montages. Moi, c'est vraiment quelque chose que je déteste. C'est horrible. Après, moi, j'aime l'aspect créatif, donc je me cale vraiment bien dessus, mais ça peut prendre des heures si c'est un TikTok, mais si c'est une vidéo YouTube, ça va prendre des jours. Et puis des fois, tu reviens, tu rectifies, c'est vraiment... Est-ce que tu ressens parfois de la pression à devoir produire du contenu? Avant, oui, j'étais tout le temps en train de poster. Et je te promets, genre, j'étais trop mal. Parce qu'en fait, il y avait ce truc où il faut rester active, il faut poster pour les marques, etc. Et je travaillais vraiment pas bien sous pression, donc moi j'étais vraiment dans un burn-out. Et en 2022-2023, je me suis vraiment relaxée en vrai. Je me suis dit, écoutez, là, si je poste, je poste. Si je poste pas, tant pis. Ma santé mentale vient d'abord. Comment tu fais pour pas t'épuiser mentalement? Comment tu fais en fait pour ni physiquement et mentalement? Ça dépend de tes intentions déjà. Quand je postais beaucoup moins, c'était parce que aussi j'avais rien à dire, j'avais rien à partager, mis à part mes partenariats par exemple. C'est peut-être futile ce que je vais dire, hein, mais je sens qu'il y a de nouveau un purpose, il y a un truc derrière, tu vois. Genre même quand je fais les contenus de mes cheveux, je sais que ça motive d'autres femmes noires, etc. Donc c'est vraiment plus ça. Quand il y a vraiment un but derrière, j'arrive à me motiver et me dire ok, vas-y, tu vois. T'as besoin d'une ligne directrice en fait. J'ai toujours besoin que ça ait du sens. Tu vois, quand ça n'a pas de sens pour moi, ça... Ça t'intéresse pas, en fait. Tu fais pas ça que pour l'argent ou des... Non, non, je ferais pas ça parce que moi-même, je m'y perdrais, tu vois. Genre, tu serais pas heureuse, en fait. Exactement, j'ai pas envie de me perdre. L'argent, c'est bien. C'est
bonne source de motivation, mais ça doit pas faire Et le sens, tout. c'est mieux. Ouais, le sens, c'est vraiment... Exactement, voilà. C'est le sens que je vais dire. Ça, tout doit avoir du sens. Ok. Ouais. Et on en a parlé tout à l'heure. Tu as déjà été confrontée au syndrome de l'imposteur. Comment tu fais face? Dans l'influence, moins. Parce Ok. que je suis à l'aise dans l'influence, je sais quelle est ma plus-value et je connais ma valeur. Ok. Dans la musique, un peu moins. Mais je travaille dessus et je dois toujours me dire que je peux le faire, j'ai les skills, j'ai les dons. Il faut juste que je le fasse en fait. Comme tu disais tout à l'heure, quand tu fais le pas, tu combats un peu Ce syndrome-là. ce syndrome. Et pour tous les gens qui ne savent pas, le syndrome de l'imposteur, c'est en fait quand tu te sens pas légitime de la place où tu es ou de ce que tu fais actuellement, que tu penses que tu n'es pas assez bien pour ce que tu fais ou pour ce que tu veux faire. Est-ce que il y a une chose que tu aimerais que les gens ils comprennent mieux dans le travail que tu fais? Je pense que je suis incomprise sur pas mal de choses. Souvent, on va me dire que voilà, je suis pas assez à fond dedans, je suis pas assez régulière et tout, mais il y a une raison derrière. Et le temps le dira. Mais je pense aussi que surtout, j'ai quand même un peu grandi sur les réseaux. J'ai commencé, j'avais quoi, 17 ans. Bientôt là, je vais en avoir 30. J'évolue en fait avec tout le monde, avec le monde, avec les gens. Et il y a des périodes en fait que je traverse dans ma vie qui vont faire que peut-être je serai moins là sur les réseaux ou peut-être que je posterai plus ou peut-être que un jour je vais faire de l'influence et à un moment je vais essayer de la musique. C'est parce que je suis encore en train de me chercher, tu vois. Et ce sont des choses que les gens comprendront peut-être plus tard. Ok, merci pour cette réponse. Quel conseil tu donnerais à une jeune femme qui voudrait se lancer comme créatrice de contenu ou bien musicienne? Pour la création de contenu, je dirais, comme je disais tout à l'heure, il faut trouver un sens. Tu peux te lancer juste pour te lancer, mais c'est boring. Car oui, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de filles qui vont se lancer juste parce qu'elles savent qu'elles sont belles et elles se disent je peux capitaliser sur ma beauté et puis ça s'arrête là en fait. Ouais, et tu peux, hein, si c'est ton truc, vas-y. Moi, je conseillerais plus niveau sens parce que c'est quelque chose qui va te combler et qui va combler aussi les autres. Et les gens vont toujours pouvoir le capter, tu vois, s'ils sentent que, ok, là, il y a quelque chose de plus. C'est pas juste une belle fille, mais il y a quelque chose derrière et tout. C'est beaucoup plus sustainable. Développement durable. Voilà, c'est plus durable. Ah voilà, ok. C'est plus durable. Et puis aussi, il y a énormément de créateurs de contenu de nos jours. Donc vraiment trouver le sens. Et puis pour la musique, il faut juste le faire. Vraiment juste faire, c'est trop important parce que je me rappelle à l'époque où je me prenais moins la tête, où je me disais là je vais faire ce son, ou je vais sortir ce son, ou je vais sortir un cover et tout. Les retours ils étaient toujours, en fait j'étais toujours surprise. Surprise bien ou bien, surprise ok. Bien justement parce que je prenais pas la tête et tout, et quand j'ai commencé à me prendre la tête c'est là que j'ai vraiment senti un blocage au niveau de moi-même. Je suis quelqu'un, je réfléchis beaucoup en temps normal, tout ce qui est mon travail, mon art, etc. Je pense que c'est normal, mais il faut un bon mélange des deux. Oui, réfléchis mais aussi fais juste les choses finalement. Ok. Ouais. Quelles sont les plus grosses erreurs à éviter ou des erreurs que toi t'as commises et que tu conseilles d'éviter à d'autres personnes qui voudraient se lancer? Dans la création de contenu, moi, étaler ma vie ou mes situations amoureuses ou amicales. Donc avoir plus de vie privée, garder sa vie privée. Ouais. Je dirais garder sa vie privée. Après ça c'est pour moi parce qu'il y a plusieurs types d'influenceurs. Il y a des influenceurs qui capitalisent justement sur le fait de montrer et exposer de leur vie privée. Mais justement, on peut voir l'exemple de Poupette. Est-ce que ça finit bien de capitaliser sur sa vie privée? Poupette, elle a fait ça et au final, elle a fini en prison avec plein de problèmes. Moi, je pourrais pas parce que je veux garder quand même ce truc-là pour moi et mes proches. Ok. Et toi, comment tu fais face au regard des autres et notamment quand tu peux avoir des sujets tabous? L'agression sexuelle que tu as pu... Comment tu as pu faire face? Est-ce que tu as des retours négatifs sur cette vidéo par exemple? Non? Peut-être un commentaire et j'ai pas réagi non plus parce que bon, c'est un long débat, mais j'ai beaucoup rendu grâce à Dieu parce que en fait, toute mon existence, c'est grâce à Dieu que je suis là. Je pourrais jamais dire « Oh, c'est grâce à moi, j'ai fait ci pour... » Non, en fait, je comprenais déjà même pas ce qui m'arrivait. Donc, pour en arriver à un point où j'arrive à pardonner ou même à venir vous raconter ça, c'est pour moi, il n'y a que Dieu. Parce qu'il y a tellement de trucs qui auraient pu se passer. C'est aussi ton courage à toi. Il ne faut pas que dire c'est grâce à Dieu, c'est grâce à toi aussi. Oui, le courage qu'il m'a donné finalement. Parce que vous n'allez pas voir les moments où j'étais à terre, où j'étais au sol en train de littéralement pleurer. Mais après, tu te lèves et tu dis « Ok, let's go », tu vois. Il y a une personne qui avait laissé un commentaire en mode oui mais tu parles de Dieu et tout, mais pourquoi il a toléré exactement, tu vois, en mode avec ça en fait. Pourquoi tu parles de Dieu dans ce genre de discussion? Ouais, ou surtout en mode oui mais tu dis merci à un Dieu qui a permis que cette situation t'arrive.
tu vois. Mais ça, encore une fois, j'ai pas réagi parce que c'est un très long débat. Les gens, ils vont souvent dire oui, mais pourquoi Dieu, il permet si ça? Mais il y a le libre arbitre aussi. Exactement. Dieu, il nous a mis sur terre, c'est pas Exactement. pour contrôler tous nos faits et gestes, en fait. Et il y a le libre arbitre, et lui, il est là pour nous conseiller derrière, mais il peut pas ne pas... Et surtout, vouloir fuir la responsabilité, c'est comme si, là, maintenant, si je vois un enfant, je le prends, je le violente. J'avais le choix de ne pas le faire, en fait. Voilà, c'est ça, ouais. Genre, tout simplement, donc bon, bref. Voilà, mais sinon, pas de trucs... Ok, comment tu fais face au regard des autres en général en étant influenceuse? Avant, je regardais beaucoup cet aspect-là parce que bon, quand t'es dans l'œil du public et tout, tu veux plaire, forcément, tu veux qu'on t'accepte. Et surtout, moi, j'avais un problème aussi au niveau de l'acceptation. Je trouvais que ça me comblait quelque part. Quand j'ai vu que ça pouvait aussi aller dans l'autre sens, ouais. Je me suis dit, ok, il faut que j'arrête d'être dépendante de ça finalement parce que les gens, c'est flip-flop, tu vois. Ils peuvent ne pas te connaître et avoir toutes ces choses à dire sur toi. Et ça m'a forcée à ne plus... Tu lis tes commentaires sur les réseaux sociaux et quand tu vois des haters, comment ça te fait quelque chose? La plateforme où il y a le plus de trucs, c'est Twitter et moi, j'y suis plus. C'est Twitter? J'aurais pensé que c'était TikTok. Non, TikTok, ça va. Franchement, TikTok, ouais. ça va. Et puis, en vrai... Moi, c'est simple, si je vois, je bloque. Parce que j'estime que tu vas pas venir me bully sur ma page, en fait. Ouais. C'est ça, tu vas regarder le contenu des autres pour ensuite critiquer juste. Ça n'a aucun sens. Toi, il répond pas. Ça n'a aucun sens. Surtout si c'est pas constructif, parce que tu peux avoir... Je sais pas si on peut appeler ça des haters, mais des personnes qui vont te faire des critiques constructives. Ah oui, et dans moi je kiffe. Attends, par contre, ça je kiffe, tu vois, les critiques constructives, moi je kiffe et ça montre que les gens sont attentifs, qu'ils vont pas juste dire n'importe quoi. Moi, quand on me dit, ah ouais, Chloé, par rapport à ta musique ou ça et ça, je dis, ok, merci, tu vois, parce que t'as pris le temps d'observer, t'es pas juste venu et parler à partir de tes fesses, en fait, finalement. Ouais. Je dis des gros mots, hein, il faut que j'arrête. Je suis pas monétisée de toute façon. Pour finir, Chloé, c'est quoi les projets dont tu rêves et que tu n'as pas encore réalisés? Il y en a pas mal. Sortir des singles, un EP, un album, faire des shows. Quelle est ta plus belle victoire jusqu'à présent? La résilience. Je pense que ça m'a amené loin. Juste de pouvoir en fait perdurer dans ce domaine. On a vu beaucoup de gens venir et partir et tout. Avoir pu créer une place avec une sorte de longévité quoi. Ouais, la longévité, vraiment. Un trône. Ouais, je suis vraiment contente et pour ça je remercie ma communauté et les gens qui me soutiennent. Ça me touche. Bah, merci beaucoup Chloé pour ton intervention, c'était super, c'était hyper intéressant, j'ai beaucoup aimé cette intervention. Moi aussi j'ai trop aimé, merci beaucoup. Voilà, merci à vous d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter qu'est-ce que vous avez pensé de cette interview. Merci à tous et à la prochaine vidéo.